On m'a demandé de faire une analyse de la loi en 10 minutes. Inutile de vous dire que c'est impossible, il y a plus d'une quinzaine de pages, donc je vais aller à l'essentiel. Je me permets de vous rappeler que, comme l'a dit Anne-Claire, que nous abordons ce soir les situations d'un patient qui n'est pas en fin de vie, mais qui se trouverait dans une situation constituant une obstination déraisonnable. Et que dans ce cas, effectivement, la loi dit que ces actes ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis, et que lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés, ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Je cite parce que je pense que c'est quand même un des nœuds du problème, conformément à la volonté du patient, et si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Et ce que je vous propose, c'est une analyse, comment dirais-je, très synthétique en 3 temps. Pour comprendre les choix successifs du législateur, il est éminemment important de prendre en considération le contexte actuel, qui a été déjà décrit, c'est-à-dire que la plupart du temps, il s'agit de situations qui se déroulent dans un contexte médicalisé, ce qui explique l'adoption de règles régissant les rapports des médecins avec les patients en fin de vie, et pourquoi ça a été nécessaire, et aussi pour quelles raisons les conceptions des médecins jouent un rôle dominant dans ces situations, en sachant que les prises de décision, évidemment, ne sont pas anodines, elles sont difficiles et elles pèsent sur les médecins. Donc, premier volet, c'est le contexte dans lequel s'inscrit cette loi. Alors, je voudrais simplement rappeler que le premier point, c'est que les maladies dont on meurt ont changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation, pour faire vite, excusez-moi, on est passé d'une situation où dominent les maladies chroniques de longue durée. On est actuellement dans cette situation avec des personnes qui sont atteintes, mais qui arrivent à des âges mûrs, voire des âges très avancés. Or, cette situation a succédé à plusieurs siècles durant lesquels les maladies infectieuses dominent et où la conscience de fin de vie, comme possible, proche, inéluctable, était certainement mieux partagée qu'actuellement. Le deuxième point, c'est le rôle de la médecine. Le rôle de la médecine en ce sens que, dans de nombreux cas, ce qui n'est actuellement, c'est l'apport de la médecine, c'est de donner du temps au malade, de prolonger sa vie, quoique sans espoir de guérison. Certaines maladies mortelles comme le cancer ou le sida deviennent peu à peu chroniques. Et on voit bien que l'action médicale engendre alors ces réalités, ces notions ambiguës, plus ou moins proches, soit de la vie, soit de la mort, la rémission, la fin de vie, la période terminale. Et dernier point, la fin de vie, la fin de la vie et la fin de vie se déroulent, je reviendrai plus tard sur la distinction entre les deux, se déroulent pour une majorité écrasante de personnes à l'hôpital ou dans le cadre de soins. Et c'est parce que la fin de la vie ou la fin de vie se déroule dans un espace spécifique, ce qui est le cas par exemple des personnes très âgées dans un EHPAD, ce qui est le cas des établissements de santé, que les règles applicables dans ce cadre, ce sont les règles applicables à ce cadre, qui régissent ces situations. C'est donc la médicalisation de ces épisodes de la vie qui a conduit à l'édiction de règles spécifiques. Celles-ci nécessitent des prises de décision et qui sont d'autant plus complexes qu'un nombre notable de situations, ce sont des hypothèses où les personnes ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté. J'arrive au deuxième point que je voulais mettre en exergue, c'est-à-dire je vais mettre l'accent sur les 2 lois principales qui ont été successivement adoptées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont été l'une et l'autre à la suite d'affaires extrêmement médiatisées qui ont vu 2 hommes jeunes très atteints. Le premier, il s'agit de Vincent Imbert, qui a été victime d'un accident grave de la route le 24 septembre 2000, qui est devenu tétraplégique, aveugle et muet, et qui ne supportait plus cette vie sans espoir. Et vous vous souvenez sans doute qu'il avait écrit au président de la République, et qu'en définitive, je vais à l'essentiel, c'est sa mère qui a tenté de mettre fin à la vie de son fils et qui a été, entre guillemets, récupérée par un des médecins parce qu'elle n'y était pas parvenue. Et ensuite, c'est l'affaire Vincent Lambert, en 2008. Il est tout aussi jeune, il est
tout aussi victime d'un accident de la route, et lui, il est plongé dans un état végétatif chronique. Et ce qui s'est passé, à la différence de la première affaire, c'est que là, c'est les membres de la famille qui ont été en conflit sur les suites à donner. Alors, conflit, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, ça faisait 6 ans, en gros, qu'il était dans cet état et qu'une décision avait été prise par le médecin qui s'occupait de lui. Alors, quels sont les apports de ces deux lois? Très rapidement, donc la première loi, c'est la loi du 22 avril 2005. Je vous rappelle son titre parce que c'est toujours très intéressant de mon point de vue. Elle est relative aux droits des malades et à la fin de vie. Ce n'est pas les malades en fin de vie, hein, et à la fin de vie. Alors pourquoi? Parce que cette loi avait deux objectifs qui ont été extrêmement bien fixés et énoncés par Jean Leonetti. Faire échapper les malades à l'acharnement thérapeutique, je le cite, et éviter aux médecins qui prennent une décision d'arrêt de traitement une condamnation pénale en raison de l'inadaptation supposée des règles pénales à leur activité. Autrement dit, cette loi a entendu régler deux situations fort différentes, les fins de vie de personnes en train de mourir et les arrêts de traitement mettant fin à la vie décidée par les médecins. Et c'est l'affaire Lambert qui a permis aux citoyens français de prendre conscience que, alors qu'ils étaient, sans doute avaient-ils une représentation assez flottante, mais enfin, ils n'étaient pas les seuls, hein, même dans les milieux qui s'occupent de préférence aux malades. Ils n'avaient pas du tout dans l'idée que les médecins étaient autorisés à mettre fin à une vie. Alors, ça a engendré un certain nombre de questions extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que dans le cas de Vincent Lambert, comme il était jeune comme le précédent, il était en bonne santé, il n'a pas du tout imaginé, et on le comprend très bien, qu'il puisse se retrouver dans cette situation. Donc, il n'a pas rédigé quoi que ce soit. Les directives anticipées à l'époque, c'était quand même quelque chose de pas très connu. Et il a fallu s'en remettre au témoignage des membres de sa famille, ce qui fait que la deuxième loi qui est intervenue après, dans le cadre du contexte de la situation de Vincent Lambert, c'est la loi du 2 février 2016, je la cite également, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Et là, il s'agit de reconnaître des droits d'arrêter les traitements et de ne pas souffrir. Donc, c'est l'exergue de présentation de la proposition de loi, et le droit de rédiger des directives anticipées. Et elle a été adoptée pour remédier à plusieurs insuffisances de la loi de 2005, et notamment de mettre en place, on va dire, des règles un peu plus solides, quoiqu'elles restent de mon point de vue problématiques, mais bon, on en parlera peut-être, des règles un peu plus solides du point de vue de l'expression de la volonté des personnes quand elles le peuvent et de manière anticipée, de les inciter à le faire, ce qui est un vaste problème. Et là, clairement, une fois de plus, la question qui a été centrale, c'est la possibilité de faire du mieux qu'on peut du point de vue de ce qu'aurait souhaité la personne quand celle-ci ne s'est pas exprimée. Et alors, ce qui s'est passé, et Philippe Petit, qui est là, connaît ça par cœur, c'est que, très curieusement, la loi de 2005 avait renvoyé au code de déontologie sur la partie réglementaire de la procédure collégiale. Et comme ça avait été éminemment critiqué pour des raisons que j'expliquerai plus tard si éventuellement vous me posez des questions là-dessus, la loi de 2016 n'est pas tombée dans ce panneau, sauf que le Conseil d'État a dit, oh bon, finalement, le code de déontologie, c'est une bonne idée, et le code de déontologie continue à définir la procédure collégiale, et on se demande bien ce que ça fait dans un code de déontologie, mais en tous les cas, elle a remédié à deux défauts majeurs de la précédente, c'est-à-dire que dorénavant, les directives anticipées sont obligatoires pour les médecins, avec un petit bémol quand même, et par ailleurs, on a cessé de recueillir l'avis des personnes de confiance et de la famille, parce que c'est pas de leur qu'il est question, c'est de rendre compte du point de vue de la personne quand ils le connaissent, bien évidemment. Et ce qui fait que il y a eu depuis des modifications
par voie d'ordonnance sur un point qui est tout à fait important, qui a piétiné de 2009 à 2020, vous voyez, ça a pris du temps, c'est-à-dire d'enfin respecter les règles sur la tutelle, la curatelle, etc., parce que les dispositions antérieures étaient extrêmement problématiques. Le dernier point, et alors c'est un point d'ouverture, c'est le troisième volet qui va vous paraître surprenant, puisque je me pose la question de pourquoi plusieurs propositions de loi ont-elles été déposées, voire partiellement discutées. Et Valérie a fait allusion à juste raison à la proposition d'Olivier Forlani. Alors là aussi, je cite le titre « Donnant le droit ». Donner un droit, c'est une expression assez curieuse. Donner le droit à une fin de vie libre et choisie. Alors là, 3000 amendements pour empêcher la discussion, donc du coup, c'est clair, elle n'a pas été votée. Alors qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est quelque chose qui est là, omniprésent depuis le départ, qui est cette fois de donner la possibilité à la personne directement concernée de faire une demande. Et je lis l'énoncé parce qu'il me paraît tout à fait intéressant. Toute personne capable, majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à disposer dans les conditions prévues au présent titre d'une assistance médicalisée, etc. Donc, ce dont nous discuterons après, mais que j'évoque maintenant, pourquoi? Parce que ça a toujours été, plus qu'en arrière-plan des lois dont j'ai parlé, ça a toujours été un des nœuds du problème. Il y en a deux de mon point de vue. C'est que, grâce au ciel, la fonction des médecins, c'est de faire en sorte, dans la mesure du possible, de soigner les personnes du mieux qu'ils peuvent, quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Mais certainement pas de les faire mourir. Hein. Et tout le monde, tous les malades sont ravis que ce soit la fonction des médecins. Donc, on peut parfaitement comprendre que des médecins tiquent quand on leur demande de participer à arrêter une vie à la demande de l'intéressé. Et donc, je pense qu'on peut mettre ces questions qui sont des questions sociales avec des convictions derrière, qui sont d'une grande complexité, et malheureusement, avec toujours des débats extrêmement tendus, parce que je me permets de vous rappeler que quand on reconnaît un droit ou quelque chose qui ressemble à la possibilité de faire une demande, on n'oblige pas ceux qui n'ont pas le projet de faire la demande, ils n'y seront pas obligés. Mais en arrière-plan, il y a des conceptions de la vie, des conceptions de l'activité médicale, et c'est à rapprocher de tous les débats récurrents depuis des années et qui continuent, vous l'avez vu, dans d'autres pays que d'autres, qui est celui notamment de l'IVG, avec une différence centrale, c'est que dans l'IVG, la femme porte un enfant, donc quelqu'un d'autre, à la fin de la vie, c'est la personne seule qui pourrait se déterminer sur ce point. Je m'arrête là. Merci beaucoup.